Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est l'actualité au Sénat maintenant avec Territoire Sénat et les titres de cette actualité aujourd'hui. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. Le Sénat adopte le projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, un texte largement modifié. L'article habilitant le gouvernement à déroger à certaines règles d'urbanisme avait été supprimé dès l'examen en commission. Laurent Wauquiez sur la sellette. Après une déroute historique pour les Républicains, la droite est abasourdie. Prise en étau entre la majorité présidentielle et l'extrême droite, les LR réalisent le pire score de leur histoire. Nous en parlerons avec mon invité politique, la sénatrice Nathalie Delattre. Et les conséquences politiques des élections européennes, il en sera encore beaucoup question tout à l'heure lors de la séance de questions d'actualité au Sénat. C'est à suivre en direct et en intégralité dès 16h45 sur notre antenne. Une défaite historique pour la droite, une gauche éparpillée, morcelée, divisée. Les résultats des élections européennes sont sans appel pour les deux grands partis traditionnels. Le scrutin confirme aussi la recomposition entamée il y a 2 ans avec un paysage politique scindé entre la République en marche et le Rassemblement national. Les détails avec Flora Sauvage. Jamais le nombre de sièges attribués à la gauche et à la droite n'ont été aussi faibles lors d'un scrutin européen. Jadis habitués aux premières places, le Parti socialiste et la droite républicaine sont relégués au rang de quasi-figurants, loin derrière la République en marche et le Rassemblement national. Les scores de dimanche soir ont confirmé la recomposition politique entamée lors de la présidentielle de 2017. En 10 ans, les socialistes passent de 16% à 6% et la droite perd 20 points avec un score historique à 8,5% pour la liste dirigée par François-Xavier Bellamy. L'équilibre traditionnel droite-gauche laisse la place à la confrontation entre la République en marche, arrivée deuxième avec 22,4%, et le Rassemblement national, arrivé à 23,4%. Le score de l'extrême droite progresse en 10 ans, avec toutefois une légère baisse par rapport au scrutin européen de 2014, où elle avait fait une spectaculaire percée. Enfin, la bonne nouvelle de cette élection revient à l'abstention qui diminue. Elle avait frôlé les 60% en 2009, mais 10 ans plus tard, elle caracole à 49,9%. Après s'être longtemps désintéressés de la campagne, les Français se sont finalement mobilisés. Côté majorité présidentielle, le message est reçu, le cap est maintenu. C'est le Premier ministre qui l'a affirmé dès dimanche soir, pas de changement de cap. Et l'acte 2 du quinquennat commence, un Premier ministre conforté à Matignon puisque aucun remaniement n'est prévu. Héloïse Grégoire. Au lendemain des élections européennes, l'acte 2 du quinquennat commence. Aucun remaniement n'est prévu et Édouard Philippe est conforté à Matignon. Et le Premier ministre l'affirme, le cap ne change pas, seule la méthode est à revoir. Nous devons, comme le Président de la République nous y a invités, mettre en œuvre une nouvelle méthode pour davantage aider les territoires qui se sentent oubliés, pour davantage associer les Français, les élus et les partenaires sociaux. Bref, pour mettre davantage d'humain dans notre politique, sans rien perdre de notre ambition ni de notre audace. C'est l'enjeu de l'acte 2 du quinquennat voulu par le Président de la République. Arrivé en tête hier des élections européennes, le Rassemblement national a immédiatement réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale. Il n'en est pas question pour la porte-parole du gouvernement. Pas de dissolution de l'Assemblée nationale. D'abord, il faut de la stabilité dans nos institutions, c'est une évidence. Et puis, le score que nous avons obtenu est un score qui n'appelle pas une crise politique. Aujourd'hui, la majorité est soudée derrière le Premier ministre, le gouvernement est soudé derrière le Premier ministre. Et vous savez quoi? Le Premier ministre a l'entière confiance du Président de la République. Pas de temps à perdre pour l'exécutif. De nombreuses réformes sont attendues, comme le dossier des retraites, la réforme des institutions ou encore le projet de loi santé débattu au Sénat dès lundi prochain. Voilà, on poursuit l'examen de l'actualité Saveria au Sénat avec dans un instant le face-à-face. Bonjour Nathalie Delattre, merci d'être présente sur ce plateau. Vous êtes sénatrice RDSE de Gironde et bienvenue chez nous ce matin. Bonjour Nathalie Delattre, vous êtes une européenne convaincue. Vous avez soutenu, il faut le préciser, la liste En Marche lors de ces élections européennes. Quels enseignements vous tirez de ce scrutin? Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, parlait hier de déception. Est-ce que vous êtes d'accord?
Écoutez, je crois qu'on a simplement la confirmation du changement du paysage politique français, avec effectivement un effondrement de la droite républicaine, de la droite traditionnelle, et un effondrement de la gauche traditionnelle, qui était déjà annoncé depuis 2 ans. Je pense que effectivement aujourd'hui, les partis politiques doivent se remettre en cause, en tout cas cela, parce que nous sommes au XXIe siècle et qu'ils font référence à des dogmes du XXe siècle, voire d'avant. Mais ce n'est pas un échec, voire une déception pour la majorité présidentielle, pour Emmanuel Macron? Écoutez, on voit bien qu'il y a un socle et qu'il y a des parts de marché qui arrivent effectivement d'un électorat qui est un peu perdu dans des partis traditionnels. Je crois qu'après, ce qu'ont imposé les partis qui n'étaient pas pour l'Europe ont effectivement détourné le scrutin pour l'amener sur le terrain national. Aujourd'hui, c'est vrai que cette recomposition politique aux européennes n'est peut-être pas celle du Vous voulez dire qu'on a dévoyé le but de ces élections? Oui, complètement, pour en faire un 3e tour des présidentielles, alors qu'en soi, le débat européen devait renforcer la voix de la France. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a affaibli la voix de la France alors que nous avons des enjeux cruciaux qui vont être négociés comme la PAC, les fonds formation, insertion. Précisément, la voix de la France à Bruxelles. Emmanuel Macron sera tout à l'heure, dès ce midi, à Bruxelles pour négocier l'attribution des postes les plus importants au sein de la Commission, au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut élire au suffrage universel direct un président de l'Union européenne? Écoutez, je crois que j'ai peur que le peuple ne soit pas encore assez mûr pour effectivement aller sur une élection directe. Au niveau européen, je crois que nous avons encore des étapes à franchir, et notamment sur des débats comme la souveraineté. C'est vrai que, et c'est ça qui a été très recherché par le Rassemblement national, et ce message qui a d'ailleurs été repris sur la préférence nationale par LR, et qui effectivement fracture encore plus les Français autour de cette souveraineté. Moi, je pense qu'il y a des souverainetés qui peuvent être effectivement appropriées par l'Europe, comme la défense, comme l'aérospatiale, par exemple. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir une politique aérospatiale française. Elle ne peut être que européenne si l'on veut effectivement faire face aux États-Unis et à la Chine. Autre sujet, l'écologie, le Rassemblement national en tête, En Marche qui limite la casse, on l'a vu, les Verts qui font donc un très bon score, 13,2%. Comment vous analysez ce très bon résultat de l'écologie politique, qui d'ailleurs ne se limite pas qu'à la France, partout en Europe, on a vu une vague verte? Mais oui, parce que ça correspond à la poussée sociétale et à ce besoin et à cette prise de conscience. Je pense que effectivement, nous sommes très informés maintenant des problèmes de changement climatique et de cette demande de révolution environnementale et sur les pratiques. Donc effectivement, je ne suis absolument pas surprise que les Verts aient autant d'écho par rapport à ce type de scrutin. Aujourd'hui, il faut effectivement que chaque parti politique s'empare de cette politique, parce que ça ne peut pas, l'écologie ne peut pas être en soi une politique. Elle doit effectivement trouver un compromis avec les autres problématiques. Nathalie Delattre, j'aimerais vous entendre sur l'état de la droite aujourd'hui, car il faut le rappeler, c'est votre ancienne famille politique. Vous avez longtemps été très proche d'Alain Juppé, des faits historiques bien sûr pour la droite républicaine. Valérie Pécresse dit avoir appelé hier Gérard Larcher pour lui dire, le président du Sénat, pour lui dire que c'est autour de lui que doit se faire le rassemblement des droites. Est-ce que vous partagez cette opinion? Est-ce que c'est autour de Gérard Larcher que la droite doit se réunir, se rassembler? Écoutez, je laisse LR réfléchir. Je crois qu'effectivement, c'est un feuilleton qui va intéresser et qui permet à certains égos de pouvoir s'exprimer. Je pense que la réflexion est bien plus profonde qu'un homme ou une femme qui pourrait effectivement rallier derrière sa bannière. Je crois qu'ils ont un problème d'ancrage politique, de définition maintenant de leur politique et de leur axe politique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce serait dommage d'abîmer Gérard Larcher dans les méandres d'un parti politique qui se recherche. Aujourd'hui, nous avons besoin de Gérard Larcher qui fait consensus au Sénat, qui est une voix importante dans la politique française et dans la stabilité française, qui est un rempart par rapport au Rassemblement national et qui va faire face à des questions politiques d'importance
comme la réforme constitutionnelle. Donc j'aurais une tendance quand même à ne pas abîmer Gérard Larcher sur ces débats. Restons sur les sujets du Sénat. Un tout autre sujet, vous travaillez actuellement sur une loi sur la médiation territoriale. Qu'est-ce que c'est la médiation territoriale? De quoi s'agit-il? Écoutez, on voit à travers le grand débat que les Français appellent à plus de proximité. Alors, c'est vrai qu'en ruralité, la proximité, on connaît. Dans les villes qui ont plus de 10 000, 50 000, 100 000 habitants, on voit que cette proximité est plus compliquée à obtenir et qu'il y a une demande de la part des Français de trouver des mécanismes de rapprochement. La médiation territoriale, c'est effectivement la possibilité de pouvoir trouver un règlement, quand on n'est pas arrivé avec sa collectivité à trouver une solution, de pouvoir aller en médiation. Quand on a un litige, par exemple? Un litige, par exemple, sur la facture de la cantine, quand on trouve que le trou dans la voirie en face de chez soi n'est pas rebouché assez vite, etc. C'est vrai que l'on n'a plus de possibilité d'aller plus loin avec sa collectivité, c'est de trouver quelqu'un qui va entamer une médiation. C'est la question au gouvernement que j'avais posée pendant le grand débat. Et effectivement, on voit qu'il y a une demande. Est-ce qu'on peut envisager une généralisation de ce mécanisme dans les collectivités? C'est le débat que l'on aura le 13 juin, puisque ça a fait l'objet de ma part d'un dépôt d'une proposition de loi, parce que nous avons des notions de médiation qui, effectivement, se retrouvent tel le petit poussé dans différents textes. Et nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un texte qui puisse encadrer effectivement, et définir de façon législative plus correctement cette médiation et les règles du jeu de la médiation territoriale. Pour terminer, Nathalie Delade, vous participez à une mission d'information sur la sécurité des sapeurs-pompiers. C'est un sujet important, c'est un sujet grave. Comment on peut améliorer leur sécurité? Écoutez, oui, c'est la suite d'un dossier dont on s'était emparé ici au Sénat sur les forces de sécurité intérieure avec les suicides dans la police nationale et la gendarmerie. Aujourd'hui, on voit en 10 ans 213% d'augmentation des agressions de sapeurs-pompiers. Pourquoi? 23% en un an. On a une explication. La Palme étant en région Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs. Eh bien oui, parce qu'on voit bien que les pompiers aujourd'hui ne sont plus là pour éteindre les incendies, mais sont là pour répondre aux premiers secours. Effectivement, quand quelqu'un vient de perdre sa voiture et donc peut-être son emploi, la première personne qui est celle de le prendre en charge, c'est un pompier. Et il se retrouve face à des drames humain, pour lesquels il n'a pas forcément été formé. Lui, il est là pour sauver des vies et pas forcément pour avoir une approche sociétale. Et donc, l'on voit effectivement qu'il faut que l'on ait une analyse fine de la façon dont aujourd'hui nous utilisons nos pompiers, qui n'est plus leur mission première. Il faut repenser face à la détresse humaine. Justement, il faut repenser la mission des pompiers. Je rappelle que le nombre des agressions a augmenté de 23% en un an. Les chiffres sont énormes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité de voir à quoi ils sont confrontés. Et par rapport à cette détresse humaine, comment effectivement nous pouvons répondre. C'est vrai que les premiers secours, c'était avant l'hôpital, c'était le médecin de campagne. Aujourd'hui, il n'y a plus cette première réponse. Donc ils ont un nouveau rôle. Donc il faut effectivement que nous réfléchissions leur sécurité par rapport à ce premier rôle. La loi qui avait été étudiée au Sénat et proposée par le groupe socialiste était de dire qu'il faut que l'on puisse protéger les témoins qui assistent à une agression de sapeurs-pompiers. Proposée par Patrick Caner. Effectivement, anonymer ces dépôts de plainte. Je pense que effectivement c'est une des pistes, mais il y en a de nombreuses autres, et c'est ce que nous étudierons dans cette mission d'information. Nathalie Delattre, vous êtes sénatrice de Gironde. La question des ports, qui est très importante dans les territoires, c'est quelque chose qui vous concerne de manière générale. On va parler du port de Bordeaux, le port maritime, qui a été une de vos préoccupations. Vous aviez craint qu'il ne s'enfonce vers un fiasco industriel. C'était vos mots. Alors, on en est où de ce dossier en Gironde ? Eh bien, écoutez, il y a eu une première décision courageuse de la ministre, puisque le directeur du port, qui depuis 10 ans, effectivement, était l'un des artisans de la problématique de la baisse d'activité du port, a été remplacé. Donc, nous avons un nouveau directeur qui a rencontré toutes les parties prenantes, et notamment les industries, les entreprises, et qui, je pense, est de nature à trouver assez rapidement des solutions pour remettre, en fait, le port de Bordeaux en compétition. Il n'en reste pas moins que ce directeur a une feuille de route, celui d'étudier la régionalisation. Nos ports vont bien d'une manière générale, vous qui avez déposé un projet de loi sur ces sujets-là. Est-ce que nos ports vont
combien en France? Écoutez, nos ports sont à différentes vitesses. C'est effectivement quelques ports qui ont su se réunir. Et dans le nord de la France, c'est vrai que l'on a un gros pôle portuaire. Sur la façade atlantique, les situations sont complètement différentes, avec une grosse concurrence de plateformes portuaires espagnoles notamment, et qui sont vraiment aux portes de la Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Je crois que ce qui fera la différence à Bordeaux, c'est la capacité de réfléchir Bordeaux et La Rochelle. Merci beaucoup, Nathalie Delatte, sénatrice RDR. Merci à vous. De Gironde. Merci beaucoup. Voilà, on passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat aujourd'hui. Alors aujourd'hui, à 14h30, il faudra suivre la sénatrice écologique Esther Benbassa qui organise une conférence de presse sur le cannabis thérapeutique. Alors, qu'un débat est prévu demain dans l'hémicycle, le cannabis thérapeutique qui pourrait concerner entre 300 000 et 1 million de personnes en France. Au sein de l'Union, 21 pays sur 28 autorisent son usage. La France s'y refuse. À 14h45, c'est l'examen et l'adoption du rapport de la mission d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs. Cette mission sur la pédophilie avait été créée après le rejet de la mise en place d'une commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église. Et puis à 16h45, j'en parlais en titre, la séance de questions d'actualité à suivre en direct sur notre antenne. Une séance intéressante, bien sûr, car au lendemain du scrutin des européennes. Merci Saveria. On va passer tout de suite à l'œil 2. C'est Quentin Calmet aujourd'hui. Il arrive. Le voilà, il fait son entrée. Bonjour Cyril. Bonjour Quentin. Idée, comme toujours. Bonjour Quentin, on va revenir avec vous. On en a parlé tout à l'heure sur le vote cette nuit et l'adoption du projet de loi sur la reconstruction et la restauration de Notre-Dame de Paris par les sénateurs. Ça donne lieu déjà, il faut le dire, à pas mal de lyrisme dans l'hémicycle. Une séance particulière hier au Sénat puisqu'il y avait beaucoup d'émotions dans l'hémicycle. Les sénateurs ont parlé de ce qu'ils ont ressenti en voyant cette image, celle de Notre-Dame en train de brûler le soir du 15 avril. Et donc effectivement, ce jour où, selon eux, ils ont tous été abasourdis. C'est une sénatrice qui a dit cela. D'autres ont été touchés par la cohésion nationale ressentie après l'événement. Ou encore, une autre citation, ce moment où les flammes de l'incendie de Notre-Dame ont recouvert les clivages politiques. Donc pas mal de lyrisme, donc oui, à la clé. Et d'autant que la cathédrale, elle est juste là. Elle est à quelques centaines de mètres du Sénat. Donc certains sénateurs ont assisté à l'incendie. Ils l'ont raconté dans l'hémicycle. Regardez, par exemple, Jérôme Bignon racontait ce moment du 15 avril. Comme nous tous, j'ai été profondément touché par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Incendie qui l'a lourdement dégradé, mais heureusement pas détruite. J'étais sur la passerelle des Arts à l'instant où les flammes ont passé le panache de fumée qui apparaissait derrière la préfecture de police. Et donc, c'est vrai que l'émotion était gigantesque. Voilà, émotion gigantesque, mais au-delà de cette émotion, les sénateurs sont revenus sur plusieurs aspects importants du texte. Voilà, ça fait plusieurs jours que vous en parlez avec vos invités, plusieurs semaines même. Ils sont contre cet article 9, vous savez, qui permet l'autorisation au gouvernement de prendre par ordonnance des dérogations au code de l'urbanisme, au code de l'environnement ou au code des marchés publics. C'est ce qui a nourri ce sentiment d'une loi d'exception. Et donc certains y ont vu un contournement de l'état de droit. Et donc ça, les sénateurs, ils n'en veulent absolument pas. Ils veulent un chantier exemplaire. Mais donc, hier dans l'hémicycle, le ministre de la Culture, Franck Riester, leur a répondu. Écoutez. Le chantier qui s'annonce est ambitieux et unique. Pour le mener au mieux, nous voulons nous donner la possibilité d'assouplir certaines dispositions, essentiellement de procédure. Mais il va de soi que les assouplissements aux législations en vigueur seront strictement proportionnés aux besoins du chantier. Il n'est pas question de se servir de la restauration de Notre-Dame de Paris pour piétiner le droit français et européen du patrimoine, de l'environnement ou de l'urbanisme. Et sur un autre aspect, la majorité de droite et du centre est allée encore plus loin, c'est sûr, la reconstruction à l'identique de la cathédrale. Voilà, et donc ça a nourri ce clivage ancien monde, nouveau monde des sénateurs de la droite et du centre qui voudraient reconstruire Notre-Dame à l'identique quand le président de la République voudrait un geste architectural, donc ancien monde, nouveau monde, les anciens, les classiques et les modernes, tout cela. Mais pour les sénateurs, effectivement, de la droite et du centre, il y a cette volonté d'avoir une ligne conservatrice, c'est le cas de le dire. Et ils ne veulent donc pas de ce geste architectural. Écoutez Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, c'était lui qui était en séance hier pour son groupe. Vouloir reconstruire Notre-Dame, plus belle encore, pour reprendre les mots du président de la République, c'est, pardonnez-moi, faire preuve d'une ambition qui confine à la prétention. L'un des grands travers de notre époque, mes chers collègues, c'est son arrogance. Elle se croit supérieure aux précédentes. Elle ne voit pas dans celles qui l'ont précédée, ou elle ne voit dans celles qui l'ont précédée qu'un
Passer, un passé à dépasser, un passé à surpasser. Mais donc, pour les sénateurs En Marche, cet argument, il est trompeur. Le patrimoine n'est pas figé. Écoutez André Gattolin dans l'hémicycle hier. Non, Paris n'est pas Rome. Et le culte magnifié des ruines n'appartient pas à notre culture, n'en déplaise à quelques esprits romantiques. L'amour de notre patrimoine nous a toujours, depuis plusieurs siècles, conduit à le protéger, l'entretenir, le faire vivre ou revivre. Voilà, le romantisme, encore une référence littéraire, mais voilà, le texte a été voté à 1h30 du matin dans la nuit, avec une émotion particulière aussi parce que Victor Hugo, il a été sénateur entre 1876 jusqu'à sa mort en 1885. Il a même une plaque dans l'hémicycle du Sénat qui est rectangulaire et qui est placée juste derrière le banc des commissions, donc c'est forcément avec une émotion particulière que le texte a été voté ici. Absolument, merci Quentin pour cet éclairage. Je vous rappelle donc que le projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris a été voté et adopté hier soir par les sénateurs. Merci Quentin. Voilà, on vous retrouve sûrement un de ces vendredis pour vos tweets. Voilà. Merci Quentin Calmet, à très vite. Tout de suite, c'est la une de la presse quotidienne régionale ce matin, une revue de ces unes dans un instant. On démarre avec la une de La Voix du Nord, un Parlement plus libéral et plus écologique aussi. Le PPE reste le premier parti européen devant les forces social-démocrates, mais ils vont devoir composer avec les libéraux et les Verts, plus libéral et plus écolo. Le Parlement issu des urnes représente de nouveaux équilibres. Pour la première fois, les deux grandes familles conservatrices et social-démocrates représentent moins de la moitié des sièges. S'il reste leader, le Parti populaire européen en a perdu 38 et n'en compte plus que 180. L'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates, elle, passe de 185 à 150 élus. Voilà, la une de Midi Libre, dirigée par Olivier Biscay. C'est la tempête à droite. Exit Vautier. Laurent Wauquiez sur la sellette. Après une déroute historique pour les Républicains, la droite est abasourdie, prise en étau entre la majorité présidentielle et l'extrême droite. Les LR réalisent le pire score de leur histoire. Le patron du parti, Laurent Wauquiez, est plus que jamais contesté hier lors du bureau politique du parti hier soir. Il a promis des États généraux, la tête de liste des Républicains aux Européennes, François-Xavier Bellamy, a lui demandé pardon pour le résultat catastrophique de dimanche. Et à la une de la Marseillaise, c'est toujours le clivage droite-gauche. Est-il vraiment mort ? Point d'interrogation. Une défaite historique pour la droite, une gauche éparpillée, morcelée, divisée. Les résultats des élections européennes sont sans appel pour les deux grands partis traditionnels. Il faut reconstruire la gauche, le camp progressiste sans attendre, explique Léo Pugnet dans son éditorial. Emmanuel Macron s'est vu infliger une claque par les électeurs dimanche. Il paye le jeu dangereux dans lequel il s'est lancé en faisant du Rassemblement national son unique adversaire, peut-on encore lire dans cet édito. Et puis à lire également dans la Marseillaise le détail des voix, les résultats département par département. À la une de la République des Pyrénées, la nouvelle République, la réalité virtuelle qui opère dans les blocs opératoires maintenant. Dans le bloc opératoire, la scène est presque futuriste. La patiente est prête, mais avant d'opérer, le chirurgien lui pose sur le visage un masque de réalité virtuelle. Ça se passe dans une clinique des Pyrénées, une clinique qui propose à ses patients des masques pour réduire le stress lors des opérations de chirurgie sous anesthésie locale. Objectif, réduire l'anxiété, atténuer la douleur. Ces masques peuvent même permettre d'anesthésier des patients sous hypnose. Et à la une de Vaucluse Matin, c'est le OFF enfin adoubé. C'est le ministère qui va soutenir ce festival d'Avignon, le OFF. 53 ans après sa création, le festival OFF est enfin reconnu par le ministère de la Culture, le ministère qui va soutenir le OFF du Festival d'Avignon financièrement. C'est une première dans l'histoire d'un festival qui a longtemps eu du mal à se faire reconnaître malgré son succès incontestable et qui dépasse d'ailleurs largement les frontières de l'Hexagone. Côté programmation, plus de 1500 spectacles dans 140 lieux différents seront à l'affiche cet été. Voilà, merci. C'est fini pour Territoire Sénat. Au revoir Saveria. Merci. Au revoir, à demain. Très bonne journée. Et nous, on continue dans un instant la météo des territoires de Gilles Mouroux. Vous allez voir, ça se refroidit en France avec un week-end qui arrivera et qui sera beau. Et puis le Zapatin de Christophe Combarieux. Alors là, il s'agit de regarder ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. On se retrouve tout de suite après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. La répartition des 79 eurodéputés français, le Rassemblement national et la République en marche en auront chacun 23. Il arrive avec l'appui de M. Bayrou et d'autres formations politiques derrière nous. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les Français ne lui font pas confiance ou qu'en tout cas sa politique ne plaît pas. Si l'exécutif nous dit on ne changera rien, la colère, la révolte qui s'est exprimée ces derniers mois, elle risque de connaître une amplification, une intensité sans comparaison avec ce qu'on a connu cette année. Non, il faut continuer le combat, il faut continuer à transformer le pays. Vous savez, on a eu un grand débat, on en a tiré des conséquences, on a dit qu'on allait changer de méthode. On ne va pas refaire la gauche plurielle. Moi, je ne vais pas demain, et on me l'a reproché pendant toute ma campagne, on m'a reproché de ne pas faire avec les autres partis politiques. Vous ne regrettez pas? Mais non, et je ne vais pas faire ça demain. Les écologistes 13, les républicains 8, ils en avaient 20 dans la précédente législature. Au lendemain d'une défaite historique, les cadres du parti Les Républicains réunis en bureau politique et au cœur des débats, une question qui revient. Laurent Wauquiez doit-il démissionner? Si j'étais à sa place et vu la situation, sans doute je le ferais. Mais le sujet n'est pas une question personnelle. Le sujet, c'est celui de la ligne politique de la droite et c'est aussi la question de sa stratégie politique. Oui, je le pense. Je pense que je le ferai. Mais je ne suis pas à sa place. Ça, c'est de la vieille politique. On l'a subi avec le duel Copé-Fillon, souvenez-vous-en. On l'a subi avec la primaire de la droite. Donc, si c'est pour revenir à une guerre des chefs, nous mourrons. Je demande à ce qu'on fasse une analyse collective de cet échec. Voilà, parce que Laurent Wauquiez a récupéré un parti en miettes. Nous sommes en phase de reconstruction, mais ça faisait aussi des mois que nous payons des divisions. J'ai vraiment pas le sentiment que notre électorat ait envie à tout prix d'une élection interne et puis d'une nouvelle bagarre de chef, puis que tout aille mieux. C'est pas comme ça. Il y a quand même besoin de lucidité dans cette période où chacun s'accroche dans des conditions d'aveuglement, alors que le message des Français a été extrêmement sévère. En 99, quand Nicolas Sarkozy a fait, et à l'époque c'était 13%, qui était le plus mauvais score que la droite ait jamais fait aux élections européennes, il a pris très courageusement et avec beaucoup de panache la décision de démissionner. Et c'est Laurent une Wauquiez question... n'est pas Nicolas Sarkozy, c'est ça que vous nous dites. C'est une question d'éthique et c'est une question aussi de conception personnelle du leadership. La France de tout en haut est avec M. Macron, la France de tout en bas avec Mme Le Pen. Et au milieu, il y a la France des milieux de cordée qui attendent un message et des porte-paroles. Voilà, c'était le Zap Matin de Christophe Combarieux, comme chaque matin. Voilà, merci de nous avoir suivis. Demain, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, c'est le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, qui sera notre invité en direct sur ce plateau dans Territoire d'Info. Et puis, vous retrouvez nos rendez-vous habituels, c'est-à-dire le JT des territoires et les interviews politiques aux heures habituelles. Merci de cette fidélité et rendez-vous donc demain. Bonne journée à tous, au revoir.